Absolument. La prise en charge à travers un cadre, des règles, des modes de fonctionnement et une volonté d'assistance. Oui, évidemment, elles sont tout à fait complémentaires. Dans son rôle, l'éducateur tient compte de l'interdit institutionnel de la violence et considère celle-ci comme une limite dans son action. Le thérapeute, quant à lui, utilise la violence du sujet comme une ressource et travaille sur l'intégration de celle-ci à travers des processus d'acceptation et de dépassement de soi. Il tient compte de l'existence du corps et propose un lien entre les effets du corps et la conscience du sujet, le mental. L'entraîneur se concentre sur la canalisation de la violence à travers des gestes de combat et du contrôle de soi. Il travaille sur l'intégration des règles comme élément fondamental d'un travail possible sur la dynamique d'opposition. En outre, il rend visible la transposition des valeurs du dojo dans leurs projets personnels, la progression par stade, la hiérarchisation, la reconnaissance, la valorisation et le respect des autres. Tout à fait. Alors pour moi, elle est clairement en augmentation. Sincèrement, je ne pense pas. D'ailleurs, en quoi l'augmentation des pratiques de combat pourrait être en lien avec l'état actuel de la violence sociétale ? Pour moi, l'augmentation des pratiques et sports de combat pourrait être justement une des conséquences de l'augmentation de la violence, et ce pour des raisons somme toute assez simples à comprendre. Le besoin d'apprendre à se défendre. On constate par ailleurs que les arts martiaux et sports de combat aujourd'hui proposent des pratiques elles-mêmes de plus en plus violentes. Effectivement, il existe d'autres pistes qui pourraient être des alternatives intéressantes, par exemple un suivi psychopédagogique, une psychothérapie personnelle, une méditation adaptée, une guidance éducative, de l'art-thérapie, un voyage humanitaire et tant d'autres choses qui pourraient être mises en place en fonction des capacités propres à chaque individu. Le sport de combat tel que je le conçois est, à n'en pas douter, une piste très intéressante et peut se révéler très efficace quant à une pratique éclairée. Mais il ne faut pas se leurrer, une pratique martiale n'est pas forcément la solution, car mal enseignée, celle-ci peut se révéler contre-productive. La grande différence et essentielle qui réside entre le sport de combat et toute autre pratique sportive est l'interdit de la violence. Indépendamment de ça, l'échauffement, la condition physique, la souplesse se retrouvent et se rejoignent dans toutes les pratiques sportives. Dans le sport de combat, c'est l'expression de la violence qui est exprimée et valorisée, mais dans un cadre très précis. Dans les autres sports, la violence est rigoureusement interdite sous peine de sanction et d'exclusion. L'avantage du sport individuel, c'est la responsabilité de soi dans l'action et des conséquences liées à son comportement propre. Le sport d'équipe, quant à lui, se base plutôt sur un ensemble d'individualités. La responsabilité est partagée par l'équipe. Je pense plutôt au sport de percussion de type boxe, kickboxing, parce que plus complet, le judo, la lutte sont intéressantes, mais n'autorisent pas les coups. Donc, projettent également un interdit.
Ce n'est pas, à mon avis, une prétention, mais plutôt un simple constat basé sur l'efficience des résultats des expériences réalisées. Il est évident que je n'aurais jamais pu obtenir de tels résultats si l'expérience avait tenu compte que de mes compétences d'entraîneur. L'utilisation de la violence du sujet comme ressource, la mise en place d'une confrontation corporelle incluant un certain nombre de règles, l'analyse des interactions et l'intégration dans un groupe constitué de jeunes sans problème particulier. Le partage des valeurs actives du dojo telles que bien dans sa tête, bien dans son corps, bien dans sa peau, le renforcement des valeurs de l'école, le courage, la persévérance, le respect, la fidélité, la franchise, la solidarité. En outre, il y a des valeurs qui sont défendues et partagées dans l'ensemble des arts martiaux sous la forme d'un code des 7 valeurs du Bushido qui sont les suivantes: droiture, courage, bienveillance, respect, honnêteté, loyauté, honneur. Bien sûr que si, et de plus en plus. Mais pour les besoins de l'expérience, celle-ci a été réalisée sur le terrain avec des enfants et des jeunes de 5 à 18 ans. Comme dans toutes les interventions, le plus tôt, c'est toujours le mieux. Mais lorsque l'adulte prend conscience de sa problématique et se sent prêt, le travail peut alors s'avérer tout aussi efficace. Bien évidemment, on ne peut pas faire de généralité, mais il est certain que l'enfant et l'adolescent sont récupérables, et ce d'autant plus si le contexte familial ou les fréquentations restent mobilisables. Le sport de combat peut être considéré comme un exutoire à la violence quand celui-ci est pratiqué comme défini plus avant. Lorsqu'il s'agit d'une pratique éclairée avec des règles et des processus concrets. En gros, si le sport de combat est vécu comme un exutoire à la violence, il faut être très attentif au comportement des participants afin de repérer les attitudes inadaptées qui pourraient, le cas échéant, renforcer les aptitudes au passage à l'acte. Si l'on parle des jeunes qui exerceraient ce qu'ils ont appris au dojo, dans la rue en exprimant leur violence, cela voudrait dire que cette action serait la conséquence d'un apprentissage dans une école de sport de combat. Partant de ce postulat, on peut donc dire que le risque est lié à l'enseignement et à l'intégration de la discipline par le jeune. Il y aurait corrélation entre l'apprentissage et le passage à l'acte. On peut donc mieux se rendre compte de l'importance de la qualité de l'enseignement. Le rôle de l'entraîneur est primordial car il est d'une référence absolue pour ses élèves dans la discipline qu'il enseigne. Il est le garant du respect des règles, du cadre, de la sécurité et des processus de formation. Il a une mission donc importante dans l'apprentissage, de la gestion de la violence, dans la dynamique d'opposition. Mais son rôle ne se limite pas aux apprentissages techniques ou tactiques. Il peut devenir un repère affectif, une figure d'exemple, en partageant des valeurs représentatives des idéaux qu'il défend. Lorsqu'un jeune plus agressif arrive au dojo, il est souvent porteur d'un sentiment de toute puissance et va avoir tendance à choisir des partenaires qui lui paraissent plus faibles
afin de se sentir rassuré, donc plus fort, en tentant de maintenir une position dominante de contenance. Un changement d'attitude ne peut s'inscrire que sur la durée en souscrivant à des codes de fonctionnement interne et des processus de progression par stade, les grades. Avec de véritables acquisitions techniques et comportementales, de coopération dans des jeux d'opposition, le jeune à tendance agressive pourra comprendre et pouvoir ainsi souscrire à des règles. En effet, il pourra également intégrer que les règles établies sont d'abord et avant tout là pour le protéger avant de les ressentir comme une contrainte. Le garant, l'entraîneur, aura la mission de gérer les frustrations des uns et des autres en insistant lourdement sur une application stricte des règles établies pour les échanges. Il devra également sanctionner toute transgression afin de maintenir un équilibre des forces en présence. Se sentant en sécurité et valorisé, le jeune à tendance agressive pourra intégrer l'autre comme un partenaire qui va l'aider dans sa progression. Si on prend l'exemple d'un combattant qui a dû se battre dans des épreuves de la vie et développe une rage intérieure qu'il est capable de canaliser pour se dépasser dans sa pratique, et qu'on le compare avec un jeune du même âge, sans difficulté particulière, ni rage, ni besoin de se battre pour survivre, on imagine assez bien que le premier soit capable d'encaisser mieux les coups physiques à l'aide d'une construction mentale supérieure. Mais il existe des jeunes qui développent une véritable passion pour leur discipline et sont capables de véritables exploits dans le seul but du dépassement de soi. Donc je répondrai un oui plus nuancé. L'image de bestialité que nous renvoie la société n'échappe pas à la règle de l'augmentation de la violence dans les disciplines de combat. De nouvelles disciplines plus violentes sont apparues ces 20 dernières années. En effet, si les arts martiaux traditionnels traversent le temps et fidélisent leurs adeptes, les nouvelles disciplines, le MMA, Mixed Martial Arts, organisent leur pratique dans des cages octogonales et reçoivent plus souvent des adeptes en errance qui ne cherchent pas forcément des buts de développement, d'enseignement et d'expertise dans une discipline. Mais un peu du meilleur de chaque discipline, de percussion et de préhension dans le but principal d'un affrontement dans la cage. Il est clair que leur but est de pratiquer la discipline la plus violente pour entrer en compétition et pourquoi pas se diriger vers des circuits professionnels qui peuvent rapporter beaucoup d'argent. Cette discipline très médiatisée, UFC, l'Ultimate Fighting Championship, offre des combats aujourd'hui mieux réglementés mais d'une violence quand même inouïe. Elle peut laisser inconsciemment des traces, voire même des traumatismes pour le simple spectateur non initié. On peut également en mesurer les conséquences à travers les bastons de quartier, ce qui tente à prouver, s'il en était besoin, que la réalité de la violence urbaine en est très souvent inspirée. Oui, je souhaite aborder les sujets liés à l'expérience réalisée sur la pratique de la martial art thérapie et ses applications dans les axes de violence subie, mais également dans l'orientation du développement de la combativité contre la maladie, par exemple, en isolant le corps physique et en lui permettant d'activer la notion d'instinct, et ainsi rééquilibrer les ressources mentales et physiques.